Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas monter raconter ton histoire. Ou alors tu peux envoyer ton histoire sur le numéro WhatsApp à l'écran. Donc on va commencer. Bonjour DMG. Bon, en fait, j'aime bien ton concept, c'est très bien. C'est vraiment net aujourd'hui. Moi, je viens ici expliquer ce qui s'est passé au Cameroun quand j'étais encore là-bas. En fait, je coiffais dans l'un des marchés du Cameroun. Et au marché, il y avait une femme avec sa fille. La maman, là, était une Bayam Salam. Bon, chaque fois, elle allait en bourse acheter des marchandises. Et quand elle revenait, c'est sa petite fille qui venait vendre pendant qu'elle est rentrée se reposer. Bon, une fois, la maman, elle est en bourse, fait ses achats. Et après, quand elle devait rentrer, sa fille devait venir l'assister. Pendant ce temps, sa fille quittait la maison pour aller au marché assister sa mère. En cours de chemin, elle a croisé un monsieur qui avait une petite voiture, qui a fait la cour, qui lui a dit qu'il l'aimait. Et subitement, le monsieur lui a dit, moi, je vais t'épouser. La petite fille naïve, elle a aussi accepté de tomber dans le panneau du monsieur. Le monsieur lui a dit, amène-moi chez vous voir tes parents. Je vais te demander en mariage. Comme son père qui était à la maison, c'était pas son vrai père, c'était le mari à sa mère, son père était décédé depuis. Bon, elle est arrivée, elle a amené son mari, elle a amené le monsieur, pardon, à la maison, présenté à son père. Le monsieur arrive et il dit à son père que j'ai vu votre fille, elle m'intéresse beaucoup, moi je voudrais l'épouser. Le père lui demande que vous vous êtes connu depuis quand? Le monsieur dit que non, tout à l'heure là, elle m'a frappé et puis moi je l'ai aimée comme ça. Je veux qu'elle soit ma femme. C'était une belle petite fille, encore très naïve, qui n'avait rien, qui ne connaissait rien. Moi je me dis que peut-être elle n'avait même pas de copain, peut-être que c'était même le premier homme à lui faire la cour. Le père lui a dit, ok, on va réfléchir, bienvenue. Quand sa maman viendra, je lui en parlerai. Le monsieur, il a porté la fille, il a déposé la fille au marché. Elle est venue, elle a vu sa maman, elle a posé avec sa maman, elle a dit à sa maman, elle a posé quelqu'un qui veut l'épouser, machin. Sa maman lui a dit, ok, on va le voir, si c'est quelqu'un de bien, pourquoi pas. 1 mois, 2 mois, le monsieur s'occupait bien de la fille. La fille qui venait se coiffer chez moi avec des petits produits moins chers, directement a changé. Maintenant, elle se diffusait avec des produits en gamme. Elle est devenue une grande femme. On l'a attaché les pailles. Le monsieur lui mettait des bijoux, les cadeaux, les ceci. Ils sont allés voir la famille et tout et tout. Elle venait toujours m'expliquer que ouais, je suis fiancée maintenant. Le monsieur est venu chez nous, il a vu mes parents. On va aller voir la famille de ma mère. On va aller voir la famille de mon père même au village. Il a tout fait ça. Maintenant, un jour, son tuteur lui dit, c'est vrai qu'il veut t'épouser, c'est vrai. Mais je dis pas non, mais il faut pas trop coller sur lui parce que on ne sait jamais. Il peut t'enceintrer et puis il ne t'épouse pas. Il faut pas trop le fréquenter. Laisse à ce il vient t'épouser, tu deviens sa femme. Là où vous voyez comment, si vous voyez chaque jour, s'il a eu une grossesse et puis demain il dit qu'il ne te veut plus, tu fais comment? La fille n'était pas très contente de la nouvelle. Elle a dit non, il ne peut pas faire ça. Le père dit que non, je suis un homme. Faut pas trop te donner à lui. Reste digne, reste à la maison jusqu'à tu attends le jour du mariage. Un jour maintenant, la fille se lève, sa maman allait en bourse acheter des marchandises. La fille se lève, elle dit à son papa qu'elle va rendre visite à sa tante, la petite à sa mère, à Bilongué. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Elle arrive chez sa tante. C'était un plan pour aller chez son copain. Elle arrive chez sa tante. Elle dit à sa tante que ça fait longtemps, elle n'a pas vu son gars. Ça fait une semaine, elle n'a pas vu son gars. Elle va aller le regarder s'il va bien. Sa tante a dit, mais pourquoi pas, il faut aller, mais il faut vite rentrer. Elle arrive chez le gars. Le gars était là. Chaque fois qu'elle allait chez le gars, il y avait une chambre chez le gars où le gars ne voulait pas qu'elle entre. Le gars avait dit qu'il ne faut jamais entrer dans cette chambre. Elle arrive chez le gars l'accueille bien. Comment tu vas? Bien, bien.
Après, le gars commence à dire qu'il a perdu sa pièce de 500 francs qui est entrée dans la chambre où il avait interdit d'entrer. Il ouvre la chambre et dit à la fille que viens, on va regarder ma pièce de 500 francs là. La fille vient aussi, dit que aide-moi à chercher. La fille met dans le noir, il dit que mais regarde un peu, il allume un peu une petite torche. La fille dit qu'elle ne voit rien. Après, quand il sort de la chambre, le gars se lève, il regarde la fille, dit à la fille que quand tu as changé comme ça, c'est mal les une semaine qu'on ne s'est pas vu là, tu es devenu fade, tu es fané, tu es bizarre, c'est quoi? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Il y a quoi? La fille dit que non, rien. Il te sent bien, la fille dit oui. Maintenant, il prend un bout de papier, il écrit un mot, il dit à la fille, bon, tu vas aller dans une clinique. Il donne le nom de la clinique. Hein. Va là-bas, le monsieur te consulte pour voir s'il n'y a pas quelque chose, parce que je te vois, tu es bizarre sur mes yeux. La fille aussi, bon, naïve, elle prend le papier, chose qu'elle s'est arrêtée chez sa tante encore. Elle dit à sa tante que, bon, tu me vois comment? Regarde comment je suis, parce que mon gars, il m'a dit que je suis bizarre, comme si j'étais malade depuis. Sa tante dit que c'est quoi? Une fois sa tante s'exclame, elle dit, il t'a vendu, ça veut dire quoi? Tu es là bien importante comme ça, il dit qu'il t'a vu quoi sur toi. En tout cas, peut-être comme depuis tu fais l'amour avec lui, que tu n'es pas tombée enceinte, peut-être c'est c'est une façon de vouloir que tu partes voir le médecin pour qu'on regarde si tu es normal. En tout cas, va chez le médecin, tu reviens me dire ce que le médecin a dit. La fille quitte maintenant, elle va chez le médecin. Elle va dans la clinique, là on a demandé de passer. Dès qu'elle arrive là-bas, elle donne le bout de papier au médecin. Le médecin directement prépare seulement la perfusion. Il met sur la fille. Quand il met la perfusion sur la fille, il sort, il s'en va. Les petites aides-soignantes qui restaient là, la fille a commencé à s'agiter, a fait un genre, elle commence à faire un genre. C'est que la femme qui est arrivée ici tout à l'heure, bien portante là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas? Elle demande à la fille, mais qu'est-ce qui ne va pas? La fille ne parle pas, elle fait un genre. Le numéro de son gars qui était sur le papier, on appelle le gars, le papier qu'elle a envoyé, parce que le gars avait écrit son numéro et le numéro du monsieur. On appelle le gars, on dit au gars que bon, la fille que vous avez envoyée chez nous, elle a compliqué, le médecin n'est pas là, on fait comment d'elle? Le gars dit que transporter-la à la cantine. On la met à la cantine, sa tante, elle n'est pas au courant. Sa mère est au marché là-bas, elle ne sait pas ce qui ne va pas. Son père sait que sa fille est partie chez sa tante. Le lendemain matin, sa tante va au marché, elle demande à sa grande sœur, l'enfant est parti à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin a dit? Sa mère demande, mais quel hôpital? Parce qu'on m'a dit qu'elle est venue chez toi. Et comment elle est venue chez moi? Après, elle a dit qu'elle est partie chez son mari, chez son fiancé. Et puis le fiancé lui a dit, oh, elle se sentait qu'elle n'est pas bien, qu'il faut qu'elle aille consulter un médecin. Sa mère dit quel hôpital? Elle t'a dit là où elle partait. Sa tante dit qu'elle a dit qu'elle partait à tel endroit. Ils sont partis dans la clinique. Arrivé à la clinique, on les a dit qu'on a transféré la fille à l'hôpital La Quintini. Je vous dis, la mère est arrivée à l'hôpital à la cantine, le temps de fouiller, venir retrouver sa fille, que le monsieur est venu à l'hôpital à la cantine, là où elle était là où on l'avait hospitalisée avec beaucoup de gens, il a fait, on a enlevé la fille, il a mis la fille dans la chambre où elle est seule. C'est là-bas qu'il est venu finir la fille, où on ne sait pas ce qu'il a fait sur la fille. La maman l'a entrée dans la salle là quand la fille rendait l'âme, donc c'est son dernier supplice. Elle entre, elle demande à sa fille c'est comment, la fille lui regarde, se met sur les yeux, commence à respirer fort, elle décède dans ses mains. Jusqu'aujourd'hui, la maman ne s'est plus jamais remis. Et on n'a plus jamais retrouvé le gars, ni ses traces, rien, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que la fille qui connaissait là où le gars habitait, qui était sa famille, et donc la famille de la fille ne connaissait personne du gars. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais retrouvé le gars. Même j'ai dit qu'il y a des choses dehors. Nous les femmes là, c'est vrai que ils ont beaucoup de plans pour nous attraper, mais franchement, il faut qu'on essaye un peu de prier. La prière, ça sauve beaucoup de gens. Quand tu es une femme, une fille, tu es un être humain, il faut prier, il faut avoir au moins un Dieu qui te protège. Parce que les hommes sont devenus, les êtres humains sont devenus terribles sur la terre à cause de l'argent là. Ils vont vendre les âmes des gens, alors que eux-mêmes vont finir toujours par mourir. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Et c'est comme ça que le dehors aussi est terrible. Il y a un type, je vais jouer son audio peut-être à la fin du direct. Le gars m'écrit, il me dit qu'il va entrer dans une secte. Il a vu une vidéo où on parlait de quoi? De sacrifier les gens. Que lui, il est prêt à sacrifier les gens. Et qu'il vit avec sa maman. Ah. Je dis que bon, tu veux entrer dans la secte. Est-ce que tu
Tu es prêt à vendre ta maman pour entrer dans la secte? Il dit oui, il est prêt à vendre ta mère pour entrer dans la secte. Donc, je vais jouer ça à la fin du direct. Entre-temps, partagez le direct, s'il vous plaît. Allô, Fanta. Allô? Bonsoir. Bonsoir, DMG. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Je voulais raconter une histoire. C'est mon histoire que j'avais racontée une fois, une histoire que j'ai vraiment vécue. J'avais raconté une fois, mais depuis que je suis les directs, là, je n'ai jamais entendu. Donc, si je me permets, je peux la raconter ce soir si ça ne vous dérange pas. Ok, ok. D'accord. C'est mon histoire, moi, que j'ai vécue novembre dernier, en 2022, là. Je suis partie en vacances en Côte d'Ivoire. Je suis partie voir mes parents, enfin, rendre visite à mes parents. Je réside en France et je suis partie en vacances. Et comme c'était en novembre, novembre m'a trouvé à Abidjan, donc du coup, c'était la fête des morts où on est parti un peu. Bon, ma mère, elle est musulmane. Donc du coup, tous les Ivoiriens qui vont m'écouter là, ils vont comprendre ce que je veux dire. On a un cimetière à Villan-Civil. Le cimetière, il y a côté musulman et à côté des chrétiens. Donc, quand on va là-bas, il y a ma mère qui est enterrée là-bas, chez les musulmans. Et chez les chrétiens, j'ai une de mes grandes soeurs qui est là-bas aussi. Donc, à chaque fois, quand on va là-bas, vraiment, c'est une journée un peu lourde quand on va là-bas. Donc, du coup, on a commencé du côté des musulmans, chez ma mère. On rentre dans le cimetière là, on voit les petits enfants. Bon, comme le cimetière aussi, les gens habitent à côté. Il y a des familles qui habitent à côté. On voit les petits enfants avec les petits dabas. Ça m'a d'abord intrigué. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça là? On était 3. Moi, ma grande soeur et un de mes neveux à qui ils ont donné le nom de mon père. Donc, lui, il est souvent avec nous. Donc, on était 3 et on est parti. Arrivé là-bas, on voit les petits enfants. J'ai dit, les petits enfants dans le cimetière comme ça là. Ça m'a paru un peu bizarre. On me dit non, que c'est comme ça, que les enfants là viennent un peu balayer la tombe des gens, c'est pour avoir la bénédiction, tout ça. Il y a des bénédictions. Hein? Donc, si vous avez des petites pièces, vous les donnez, quoi. Je dis, ok. On a donné des petites pièces. On a commencé chez la maman avec les prières, tout ça. Bon, c'est des journées un peu lourdes. C'est vraiment pas facile. On a fini du côté de la maman. Et on partait du côté chez les chrétiens, chez ma grande soeur. Moi, j'étais au milieu, ma grande soeur était devant, mon neveu était derrière. On voit quelqu'un, un monsieur, sorti de quelque part là-bas. Il vient, il fonce sur nous. Ma grande soeur me dit, attends, Fanta. Le temps de soulever ma tête, c'est comme si le monsieur allait me cogner même. On l'a esquivé. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? On arrive encore, on avance encore. Ou du côté de ma grande soeur, on avance encore là-bas aussi, c'était encore les pleurs. On fait des prières, Et un coup, en voulant finir encore du côté de ma grande soeur, on avance. On aperçoit les policiers. J'ai dit, mais une voiture de police. J'ai dit, mais police encore au cimetière ici, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle journée ça aujourd'hui? On finit avec la grande soeur. On trouve il y avait une bâchée comme ça, une bâchée de policiers qui était là. Et on voit, ils ont attaché les mains d'un monsieur là. Et avec les policiers, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit à ma grande, ça je vais demander. Policier encore au cimetière ici, où on n'est pas déjà bien, on vient encore voir encore le policier encore dans le cimetière ici. Là. Les gars là sont venus faire quoi ici? Je dis au policier, le policier me dit, madame, celui qui est attaché là, le nouveau système maintenant à Abidjan ici là, le monsieur que vous voyez il est attaché là, c'est-à-dire il a volé en ville. C'est-à-dire les gars volent maintenant en ville et ils viennent cacher maintenant les butins maintenant dans les cimetières. Donc lui, il a volé en ville et il est venu cacher les butins là. Donc on l'a suivi pour qu'il vienne dire aux gens où est-ce qu'il a mis les butins. Non, DMG, non, on était choqués ce jour-là. C'est-à-dire, dans la dernière demeure des gens encore, vous permettez d'aller voler et venir cacher encore les butins dans les cimetières. L'histoire, je raconte, j'étais là au cimetière de Villan-Civil, tous les Ivoiriens qui sont là, ils savent où c'est Villan-Civil d'Abidjan. Donc les gars volent maintenant en ville.
Et puis ils viennent voler, ils viennent cacher les butins là, dans les cimetières où on va encore pleurer nos parents là. C'est là que les gens là viennent cacher maintenant les butins. Non, c'était une journée, c'était dur. Ça m'a beaucoup marqué cette journée-là. On a pleuré, on n'était pas bien. Et après, ils l'ont tellement tabassé. Non, nous, on a continué nos routes, on est parti, on les a laissés là, on est parti. Quand ils nous ont expliqué l'histoire, on était tellement découragés même. On les a laissés là, on est parti. C'est-à-dire, ça veut dire que les gens n'ont même plus de... Il n'y a plus de moralité, ils n'ont rien à foutre. C'est-à-dire, voler même, c'est-à-dire aller voler puis venir. Moi, non, ça là, on était dépassé. C'est-à-dire, le mec, il a dû voler et il a caché ça quelque part derrière les tombes là. Il fallait qu'il aille chercher pour remettre ça aux policiers. C'était mon histoire, mais cette histoire-là, ça m'a beaucoup marqué, sincèrement. Ça m'a beaucoup marqué, cette histoire. Je l'ai vécu en direct, ça m'a beaucoup marqué. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, ils n'ont rien à foutre maintenant des morts. Donc, c'était vraiment mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Fanta. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Comme si l'histoire avait déjà été postée. Mais bon. Bonsoir, Youssouf. Oui, bonsoir, DMG. J'espère que ce n'est pas l'erreur. Tu m'entends bien? Ouais. Bonsoir à toute la communauté. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je raconte l'expérience d'une proche dont la mère lavait les défunts. Tu vois, sa mère lavait les personnes décédées. Chez nous les musulmans, il y a des personnes dans la communauté qui sont désignées pour ça. Et donc, c'est la grand-mère d'abord qui lavait les défunts. Ensuite, elle a enseigné à sa fille comment faire. Et sa fille a elle aussi, je dirais, initié sa fille qui a 19 ans à laver ces défunts-là aussi. Et donc, la grand-mère, elle a commencé à vieillir avec le poids de l'âge et tout, machin. Au départ, c'est la grand-mère et la mère qui faisaient ce bain mortuaire-là. Toutes les défuntes femmes de la communauté, on les appelait, elles venaient, elles lavaient, et puis on leur donnait des cadeaux symboliques. Souvent, on leur donne de l'argent, souvent, on leur donne des pagnes, souvent, on leur donne des tissus, en tout cas, des cadeaux vraiment symboliques. Et donc, la grand-mère, quand elle a commencé à être fatiguée, elle a demandé à sa fille de prendre le relais. Sa fille, avec qui elle avait déjà commencé. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois que les gens donnaient des cadeaux symboliques à la fille, elle s'en plaignait. Elle trouvait que sa mère ne demandait pas la juste rémunération pour le service qu'elle rendait à la communauté. La mère dit, mais laver le défunt, c'est d'abord un acte d'adoration, c'est un acte de culte. Hein? C'est un acte de culte, la récompense d'abord vient de Dieu avant que les hommes ne nous donnent quelque chose. Donc si nous avons appris cette pratique religieuse-là que nous savons la faire, on rend service aux autres membres de la communauté en les aidant à purifier leurs défunts avant l'enterrement. Ce n'est pas une affaire d'argent ou pour devenir riche. Ce n'est pas un business pour devenir riche. Donc la fille de la dame ne voulait rien savoir. Du coup, quand sa mère est tombée malade, la mère ne pouvait plus venir laver les corps avec elle. Elle a commencé à elle marchander, n'est-ce pas, sa prestation. Quand elle va laver le défunt, qu'on lui donne quelque chose qui ne la satisfait pas, elle fait un scandale, elle tempête, elle fait du bruit. Elle humilie à la limite les familles, n'est-ce pas, démunies, dont elle venait laver les corps. Et comme laver les corps en islam, c'est un travail qui ne peut pas se faire seul, donc elle venait avec sa fille de 19 ans pour venir laver le corps. Et donc, il y a une dame qui est une féticheuse qui a découvert que cette dame-là lave les corps. Alors, la dame féticheuse là, l'a approchée pour lui dire que moi, j'ai des clients dont les travaux mystiques là ont besoin d'être enterrés avec des gens qui viennent à peine de décéder. Donc, si tu veux, moi, je vais faire un business avec toi. Chaque fois que j'aurai des travaux à enterrer avec un mort, je vais dire le prix que tu veux
à celui qui m'a commandité ce travail-là, pour qu'il te paye. Même si tu veux 500 000, tu veux 1 million, tu veux 2 millions, tu dis, la personne qui me demande de faire le travail là, je vais faire la commission et je suis sûr que la personne va te payer. Et malheureusement, la proposition a intéressé cette dame-là. Donc, quand elle va laver les corps des parents des gens, elle vient avec, chez nous en Côte d'Ivoire, si on dit les babadis, c'est-à-dire les petits travaux mystiques qu'elle a fait, elle a attaché des courris, des quoi, machin, n'importe quoi là qu'elle fait là. La dame qui fait les fétiches là emballe ça pour lui donner. Et quand elle s'en va, on lui dit, ça faut mettre dans la bouche du défunt. Donc, quand elle finit de laver le corps des parents des gens, elle met ça dans la bouche du défunt. Et puis, elle habille dans le linceul. Et puis, on va enterrer la personne avec. Il y en a pour qui elle met dans les cheveux. Il y en a pour qui elle met dans les parties intimes. Il y en a pour qui elle met dans la main. Donc, elle a commencé à faire ça. Et puis, à chaque fois, on la payait le montant qu'elle souhaitait. Donc, elle a commencé à avoir plein d'argent. Bon, elle vivait avec sa mère et sa fille parce qu'elle était divorcée. Donc, elle vivait en famille. Sa mère a remarqué que le train de vie de sa fille a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre petit travail en faisant, on a notre petite vie modeste là. Mais déjà, toi, tu as plein d'argent, tu commences à acheter les téléviseurs, écran plasma, tu changes le salon, tu t'achètes de nouveaux pagnes, de nouveaux vêtements, tu habilles ta fille, tu commences à... L'argent de la popote. Tu commences à donner les 5 000 francs par jour, alors qu'avant même 2 000, 3 000 même pour avoir, c'était toutes des difficultés. Donc la mère a commencé à la soupçonner de marchander, n'est-ce pas, le bain mortuaire qu'elle faisait là. Or, la mère ne s'imaginait pas que c'était même pire. Donc la dame, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et une fois, elle a mis le fétiche qu'on lui a donné là dans la bouche d'une défunte. Et puis ils sont allés enterrer la dame. Et quand ils sont allés enterrer la dame, quelques jours après, elle a commencé à voir cette défunte là en rêve qui lui disait que ce que tu as mis dans ma bouche là, il faut venir enlever parce que ça me fatigue, ça me torture. Et donc à chaque fois dans ses rêves, la dame la hantait, la dame venait se plaindre. Et en pleine nuit, elle se réveille, elle commence à se défendre, à se justifier. Est-ce que c'est moi qui ai fait? C'est la dame qui a lavé là qui a dit de mettre là-bas, non? Est-ce que c'est venu de moi? Donc elle a commencé à se justifier. Et comme c'était à la cour familiale, quand elle commence à bavarder comme ça en pleine nuit, sa mère se lève, sa fille se lève, et puis on vient la surprendre en train de se justifier. Avec qui elle parle, on ne sait pas. Et les jours suivants, ça a commencé à devenir pire. Ça a commencé à devenir plus grave. Elle est toujours en plein débat avec des gens. Et finalement, elle commençait à sortir de sa chambre en pleine nuit en courant parce qu'elle était persécutée par tous les défunts à qui elle insérait ces fétiches-là pour aller les enterrer. Une fois même, ce qui a vraiment attiré l'attention de sa fille, c'est qu'elle a trouvé sa mère dans un placard de la cuisine. Elle se lève en pleine nuit, elle rentre dans la cuisine, elle veut boire de l'eau. 23h, 24h, elle ouvre le placard, elle voit sa mère qui est coincée dans un placard tout apeuré. Sa mère lui dit, ferme, ils arrivent. Ferme, ils arrivent. Donc là, elle n'a pas supporté. Elle est allée voir sa grand-mère. Ils sont venus ensemble voir sa mère dans le placard. Et donc, la maman de la dame, maintenant, la grand-mère, a pris sa fille de côté. Elles ont passé la nuit ensemble. Et le matin, elle a demandé à sa fille, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on lave le corps, on n'a jamais eu de problème. Mais depuis que je t'ai laissé toi seul faire les affaires là, il y a plein de problèmes maintenant à la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant qu'elle va se mettre à table pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a approché pour lui dire que voilà, elle pouvait faire un business après avoir donné le bain mortuaire au défunt. Elle pouvait insérer certains fétiches pour les inhumer avec la défunte là afin de faire de l'argent. Et donc tout le changement qu'on voit dans leur vie, dans leur train de vie là, c'est l'argent qui vient de là et qu'elle a gagné beaucoup de millions comme ça. Et là, sa mère était scandalisée. Et la mère a demandé à la petite fille qui l'accompagnait souvent laver le corps là, est-ce que tu savais que ta mère faisait ça? Elle dit non, je n'ai jamais su que ma mère faisait un tel deal avec quelqu'un. Mais je crois connaître la bonne dame qui lui demandait ça. Parce qu'à chaque fois qu'on nous appelait
pour aller laver un corps dans une famille quand il y a décès, on allait d'abord rendre visite à une dame quelque part avant de partir laver le corps. Donc, si tu veux, moi, je peux aller demander à cette dame-là qu'est-ce qui se passe. Donc, la petite fille de 19 ans se rend chez l'ami de sa mère, là, pour lui dire, mais depuis que ma mère a commencé à causer avec toi, on allait laver le corps, bon, voilà ce qu'il arrive. D'accord. La dame lui dit que ta mère est une analphabète. Sûrement que les incantations que je lui montre qu'elle doit réciter avant d'insérer les fétiches là où il faut sur les défunts, là, elle ne maîtrise pas. Voilà pourquoi elle a des conséquences. Mais comme toi, tu es allé à l'école, tu connais quelque chose. Donc, si tu veux, vu que ta mère est maintenant indisponible, toi, tu peux prendre sa place. Tu vas te faire beaucoup d'argent aussi. Je vais te montrer les incantations. Tu peux même écrire et puis lire et puis faire. Tu vas aller. Ah là, la petite n'a pas supporté. Elle a insulté la vieille là copieusement. Et puis, elle s'est rendue chez sa grand-mère pour aller dire à sa grand-mère, effectivement, que la dame que je soupçonnais là, c'est elle. Voilà même la proposition indécente qu'elle m'a fait et le business qu'elle fait avec notre maman sur les corps des défunts des différentes familles là. Et pendant que la fille parle avec sa grand-mère, elle sent du brûlé, une odeur de brûlé dans la maison. Et quand elle regarde un peu, elle se rend compte que la fumée vient de la chambre de sa mère. Donc elle et sa grand-mère courent pour aller vers la chambre de sa maman. Quand elles ouvrent la porte, elle voit que la maman a entassé les billets de banque qu'elle a gagnés et elle a mis le feu à l'argent. Elle est en train de brûler quelques millions de francs CFA qu'elle avait par devers elle à la maison. Disant que c'est parce qu'elle a l'argent de ce business-là que les défunts la persécutent. Quand l'argent sera parti, ils vont la laisser tranquille. Elle a mis le feu à l'argent, mais ça n'a rien changé. L'argent a brûlé, mais après, son état s'est empiré, jusqu'à ce que de la capitale, on la prenne pour l'envoyer dans son village. Bon, en tout cas, la personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit qu'après l'avoir amené au village, n'a plus eu de suite. Mais voilà en tout cas le business macabre qu'ils ont découvert que certaines personnes qui lavent les corps font sur les défunts. Donc du coup, bon, pour ceux qui ont appris ça, maintenant quand on lave le défunt, jusqu'à ce qu'on mette le linceul définitivement au défunt, les parents sont là, ils sont vigilants. Faut pas que quelqu'un profite de votre deuil là pour accomplir une sale besogne en mettant quelque chose dans la bouche du défunt ou en mettant entre ses aisselles, entre les fesses, entre les mains. Voilà. Donc, c'était un peu l'histoire que je souhaitais partager avec vous. En tout cas, merci pour l'opportunité. Et puis, merci bonne beaucoup, soirée. Youssouf. Bonne soirée à toi aussi. Merci pour l'histoire. Thank you very much. Merci. Bonsoir, la Gabonaise. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté. Je vais raconter ici comment est-ce qu'une amie à moi a volé mon étoile. Alors, l'histoire se passe au Gabon. Je vais avouer ici que cette amie-là était moins âgée que moi. Ce jour, nous nous sommes retrouvés. Moi, je me rendais dans un cybercafé où je devais faire... j'avais des trucs à saisir et des mails à envoyer. Alors, c'est comme ça que j'étais un peu bloquée. J'attendais le monsieur qui gérait le cyber de venir m'aider. Alors, cette petite-là, elle s'est approchée. Oh, la grande, est-ce que tu as des problèmes? Moi, je me suis dit qu'elle travaillait aussi là. Je dis, oh, oui, je suis un peu bloquée. Alors, elle m'a aidée là et puis, voilà, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Et comme j'avais encore 30 minutes, du coup, je lui ai donné le ticket et je suis sortie. Après, j'ai vu, elle m'a suivi. Oh, la grande, est-ce que tu vas déjà? Je dis, oui, je m'en vais, je dois aller libérer ma gérante. Elle me dit, bon, la grande, tu vas aller au bar? Je dis, oui, j'ai un bar. Pourquoi? Elle dit, oh, bon, comme je ne veux pas partir à la maison maintenant, est-ce que ça te gênerait que je vienne avec toi? Je dis, non, non, ça ne me gêne pas. Du coup, on a pris le taxi. Au taxi, nous sommes arrivés à la destination et puis moi j'ai libéré la gérante. Elle et moi, on était là, elle a commencé à m'aider, à servir les clients. Une bonne petite toilette pour le mieux. Et de
temps en temps, elle venait. Après, un jour comme ça, elle m'a appelé. Moi, j'étais encore au boulot. Et elle m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit. Et du coup, elle est venue me trouver à mon lieu de travail. On est rentré à la maison. C'était maintenant comme ça. Ce que j'avais oublié, c'était de lui demander où elle habitait. Voilà, un jour comme ça. Elle venait maintenant tous les jours, constamment. Je dis, attends, la petite là, toi, on ne te cherche pas chez toi. Elle dit, non, 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 moi, j'habite loin. Bah, jamais j'étais allée chez la petite là. Et c'est comme ça on s'est familiarisé. Et voilà, maintenant, un jour, elle arrive tard dans la nuit. Il faisait minuit moins 1h du matin, quelque chose comme ça là. Je demande, mais toi, tu sors d'où à Paris? Elle dit non, j'ai eu des petits problèmes avec mon ami, on s'est pris la tête et tout, et comme j'habite très loin, est-ce que ça te dirait pas de me faire passer la nuit chez toi? Or, elle avait tout planifié. Moi, je n'avais pas su ça. C'est longtemps après que j'avais su qu'elle avait tout planifié. Voilà. Parce qu'elle savait que si elle venait la journée, et puis moi, je devais lui faire partie. Et j'habitais dans un quartier où vraiment il y avait le braquage. J'ai laissé dormir la petite là. Et le matin, moi, je devais partir tôt au boulot pour fuir un peu les embouteillages et tout. Donc, je quittais la maison à 7h. Je lui ai dit, non, quand tu vas te réveiller, voilà, tu mets la clé à tel endroit et tu peux partir. Elle a dit, OK. C'est comme ça que la petite là est restée chez moi. Derrière moi, elle a pris mon sous-vêtement, elle a pris un t-shirt à moi. Elle est partie. Vous savez, quand vous êtes chez vous, même si vous perdez un habit, vous ne vous rendez pas compte tout de suite. C'est comme ça, elle a pris mon sous-vêtement là et mon t-shirt, elle est partie. Maintenant, j'ai vu 1 semaine, elle n'est pas venue. 2 semaines, elle ne vient pas. Je l'appelle, son téléphone. Elle répond, oui, la grande, d'accord, bon, je vais passer, il n'y a pas de souci. Ah, elle a fait comme ça 2 mois, 3 mois, elle ne venait plus. Et lorsque je rappelle la petite là, son téléphone ne passait plus. Ah, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, peut-être elle a dû changer de téléphone ou je ne sais pas, c'est passé comme ça. Du coup, j'ai perdu mon boulot. Au bout de 3 mois là, j'ai perdu mon boulot. J'ai fermé mon bar et tout a dégringolé dans ma vie comme ça là. Je ne comprenais rien. Tout ce que je pouvais entreprendre tombait. Rien ne prenait. Rien, vraiment, rien de chez rien. Je suis tombée au bas de l'échelle. Je suis restée dans cette galère-là pendant 2 ans. Je ne comprenais rien. Je me suis posé 1001 questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Je cherche même les petits boulots minables. Je ne trouve pas. Ah, ça c'est quoi, Seigneur? C'est comme ça que j'ai adhéré dans une église. J'ai commencé à prier. Je priais maintenant dans une église. Je priais vraiment à fond. Voilà, maintenant, un jour, pour les Gabonais qui sont à Libreville, ils vont se retrouver. J'étais à la gare routière. Et ce jour-là, il n'y avait pas de taxi. J'étais là. Dès qu'un taxi vient comme ça, tout le monde court. Quand je regarde, comme ça, là, je regarde un peu à quelques mètres de moi, je vois la petite là debout. Elle aussi, elle cherchait le taxi. Lorsqu'elle m'a vue, parce que moi, j'allais vers elle pour lui demander tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Pourquoi tu ne viens plus à la maison? Je n'avais même pas l'idée qu'elle m'avait pris quelque chose. Moi, je partais vers elle pour prendre des nouvelles, savoir pourquoi est-ce qu'elle ne répondait plus au téléphone. Elle a couru comme si elle avait vu un fantôme. La petite l'a couru à toutes jambes. Je dis, attends, elle fuit pourquoi? J'ai même essayé de la suivre. Elle a couru comme ça là. C'est maintenant, longtemps après, que j'ai eu la révélation qu'elle avait pris mon sous-vêtement et mon t-shirt pour aller faire des pratiques. Dieu a fait grâce. J'ai repris et tout allait maintenant un peu jusqu'à ce que, bon, je suis quittée au Gabon et tout allait maintenant mieux pour moi.
Donc, c'est pour dire, comme on est là pour sensibiliser, que l'apparence ne nous trompe pas. Que vraiment l'apparence ne nous trompe pas, mais nous devons nous méfier vraiment. Donc, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup, la Gabonaise, pour l'histoire. Merci, DMJ. Bonsoir, Beati. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est compliqué, mais je vais essayer de raconter l'histoire. En fait, c'est ma grand-mère qui avait tué ma mère. Je m'explique. Ma maman, elle avait une maladie qui était incurable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la soigner. Elle prenait des médicaments, mais elle ne pouvait pas guérir. C'était une maladie qu'elle avait depuis longtemps. Ça faisait des années qu'elle avait cette maladie et elle vivait avec. Donc, de temps en temps, la maladie reprenait, mais quand elle prenait les médicaments, ça se calmait. Donc, ma grand-mère, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les marabouts, les hommes spirituels, si je peux dire ça comme ça. Tout le temps, elle allait voir ces gens-là. Tellement elle voyait ces gens que, pour elle, tout le monde dans la maison. Et elle priait en même temps. C'est ça que je n'ai jamais compris. Ma grand-mère, c'était quelqu'un de très pratiquant, dont elle priait, elle allait à l'église et tout. Mais elle partait quand même chez les marabouts. Ça, je n'ai jamais compris. Donc, de temps en temps, elle amenait ma mère je ne sais où. Parce que ma mère, forcément, parfois quand sa maladie commençait, elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle. Donc, c'est ma grand-mère qui prenait soin de ma mère. Donc, parfois, elle l'amenait chez ces gens-là. Mais on a dit à ma grand-mère, il faut arrêter de faire ça parce que ça ne sert à rien. C'est une maladie, ça ne va jamais guérir. Ce n'est pas en l'emmenant chez tes gens-là qu'elle va guérir. Quand elle prend les médicaments, ça va mieux. Juste, il faut essayer de lui donner ses médicaments régulièrement. Et ma grand-mère, elle aimait tellement. Ça, elle adorait aller chez ces gens-là. Moi, j'ai jamais compris ça. Et en même temps, elle partait à l'église. Bref, je vais essayer de faire court. Donc, en 2016, ma maman avec cette maladie, depuis qu'elle m'avait, enfin, avant même qu'elle ne m'accouche, non, c'était après qu'elle m'ait accouché. Donc, en 2016, j'avais 16 ans par là. La maladie a recommencé. Ma maman, elle n'était pas bien et tout. Ça a été dur. Donc, ma grand-mère l'a amenée au village. Enfin, on ne sait même pas. Un jour, ma grand-mère s'est levée, elle a pris ma mère, elle est partie avec ma mère. On lui demande, tu pars où? Elle ne dit pas. Tu vas où avec elle? Elle ne dit pas. Elle n'a rien dit. Personne ne savait. Une semaine est passée, on ne savait pas. Enfin, je ne savais pas où était ma mère. Personne ne savait où elle était. Jusqu'à un jour, la sœur de ma mère, la sœur de ma grand-mère, autant pour moi, nous appelle pour nous dire que ma mère est décédée. On dit, mais comment ça, ma mère est décédée? Elle est partie de la maison, elle se portait bien. Comment ça, elle est décédée? On dit qu'elle est décédée. Ma grand-mère, où? On ne sait pas où ma grand-mère elle est. La sœur de ma grand-mère nous demande de venir chercher le corps de ma mère. On dit, mais comment ça? Donc, on est parti récupérer le corps de ma mère. C'est 3 jours après que ma grand-mère est revenue à la maison. On dit, mais tu as amené ma mère où? Elle ne nous disait rien. Tu l'as amenée où? Elle ne disait rien. C'est après donc que elle a parlé avec ma tante et elle lui a expliqué, elle lui a tout raconté et tout ça. Que apparemment, elle a amené chez un prêtre, un soi-disant prêtre, qui devait prier pour ma mère, pour qu'elle guérisse. C'est comme ça qu'elle est décédée. Parce que du coup, ma grand-mère avait arrêté de lui donner son traitement. Donc, c'est comme ça que ma mère est décédée. Donc, faites très attention aux soi-disant prêtres que vous fréquentez souvent. Là, faites vraiment, vraiment très attention. Donc, voilà. Bon, bonne soirée. Alors, je raconte alors une histoire dans mes aventures que j'ai eues dans ma jeunesse. Donc, je devais avoir dans les 15 ans, quand j'ai pris un bateau à partir du Nigeria qui allait en Europe. Mais on nous a attrapés en Côte d'Ivoire et on nous a fait descendre du bateau. Alors, bon, moi, je ne pouvais pas déclarer que j'étais Camerounais. Parce qu'au Cameroun, en ce moment-là, quand on te rapatriait, tu faisais au moins 6 mois de prison. Donc,
dans la cellule où on nous avait mis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour attendre chacun son tour de rapatriement, parce qu'eux voulaient me rapatrier en Guinée équatoriale. Alors, je dormais juste à côté de la porte de la cellule. C'est la cellule du port, hein, le grand port d'Abidjan. Les Ivoiriens doivent connaître. C'est le commissariat qui est au port. Alors, il y a un jeune qui dormait juste à côté de moi. C'est un Ghanéen. Et ce gars, il avait au moins 30 poussières d'années. Moi, j'avais dans les 16 ans, mais lui, il paraissait plus jeune que moi. Il paraissait avoir 12 ou 14 ans. Et c'était déjà comme une prison. Hein. Il y avait des chefs de cellules et tout ça. Et c'est des gars qui priaient tout le temps, c'est des Nigérians. Alors, un jour, ce jeune Ghanéen s'est fâché avec une autre personne. Ils ont failli bagarrer, mais ils n'ont pas bagarré. Et 5 minutes après, on a écouté ce jeune Ghanéen frapper sa tête contre le mur des toilettes. Il y avait des toilettes, il y avait 2 chambres. La cellule était divisée en 2 séparées. Il frappait sa tête très fort contre le mur. Ça faisait un grand bruit. Tout le bâtiment tremblait. Nous sommes allés l'attraper pour le séparer. C'est comme s'il voulait se suicider. Mais il y avait des colosses gars. Les gars qui clandestinent les bateaux, tous c'est là où on les met. On n'arrivait pas à attraper ce petit-là. Il nous a fait tomber par terre. Après, il s'est renversé lui-même. On l'a amené jusqu'au milieu de la salle où on était. Et il avait l'impression d'avoir une crise d'épilepsie. Mais il disait un truc. Alors, il y a un autre Ghanéen qui a approché l'oreille. Et il a dit non, ce n'est pas une crise d'épilepsie. Si on a un peu de pain, on lui donne. Et avec un peu d'eau. Alors, il n'a même pas mangé. On a juste frotté sa bouche avec un peu de pain et avec un peu d'eau. Et puis, c'est comme s'il est revenu en lui. Et il est revenu en lui, il nous a regardé, il a eu un peu honte. Alors, je vais vous expliquer. Ça faisait déjà une semaine que j'étais dans cette cellule avec tous ces gens. Et ce gars, il dormait à côté de moi et il ne dormait que dans la journée. Il couvrait sa face avec un t-shirt blanc. Toute la journée, il était couché. Et dans la nuit, quand je me lève même pour aller uriner, il est assis. Et tout le monde ronfle, tout le monde dort. Et lui, il est assis. Il ne dort pas dans la nuit. C'est comme ça tous les jours. Alors, ce jour, après qu'il a eu cette crise d'épilepsie, après qu'il s'est fâché, il a failli bagarrer. Ce sont les nerfs qui l'ont envoyé dans ce système. Hein. Alors, dans la nuit, il se réveille et il part voir le Nigérian qui était en face, qui priait tout le temps. Alors, il confesse au Nigérian qu'il veut que le Nigérian, comme il prie, qu'il l'aide à se séparer de... Parce que lui, il avait, ce que nous on appelle les Mami Wata, tout ça là en Afrique. Il paraît qu'il avait ça. Alors, ils ont commencé à prier. Il explique son histoire. Et son histoire, c'est que quand il était petit, il y a un ami à son père qui est venu le réveiller quand il dormait pour l'accompagner quelque part. Ils sont arrivés juste à côté d'un fleuve. Ils sont entrés dans le fleuve. Il a fait 7 jours dans ce fleuve. Et dès qu'il est sorti avec ce pouvoir. Alors, pendant qu'ils ont commencé à prier, moi, je me suis réveillé et je les regardais. Je me suis approché. Et DMG, il a pris la forme d'une femme. C'est comme si ses cheveux ont poussé et sa face s'est changée en fille. Alors, tous ces gars, on était peut-être 4 qu'on était réveillés, que je regardais, il y avait 2 qui priaient. Ils ont commencé à crier. Et lui, il a fait comme un serpent. Il s'est mis juste en bas de l'escalier, parce qu'il y a l'escalier du chef qui va en haut. Et ça faisait une courbe dans notre cellule. Et alors, il s'est mis juste en bas, comme s'il voulait se cacher en bas de cet escalier-là. Tout le monde s'est réveillé. Alors on disait, c'est quoi? Moi, j'ai dit, j'ai vu que c'était une fille. Tout le monde avait vu qu'il s'est transformé en femme. Les cheveux ont poussé et tout. Ce gars n'a pas pu... On a demandé de sortir de là et d'aller à sa place dormir. Il n'a pas pu sortir de cet endroit. Parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il était paralysé à partir des reins jusqu'en bas. Donc ses pieds étaient paralysés. Il ne pouvait pas utiliser ses pieds. Il a rampé au sol jusqu'à sa place. Alors cette nuit, j'ai dit, je ne dors plus à côté de lui, je ne voulais plus. J'ai refusé totalement. Et il y a un ami qui m'a fait cadeau d'un collier. C'est un collier comme un collier catholique. Comme ça, ça avait un côté comme argenté et de l'autre côté comme un cristal en bleu.
Alors, l'histoire de ce gars-là, c'était fini là. Cet ami m'avait donné ce collier comme une protection. Et quand on me rapatrie en Guinée équatoriale, finalement, j'ai ce collier au cou où je suis dans un restaurant et je rencontre. Donc, cet ami m'avait donné ce collier pour me protéger de ce gars qui dormait à côté de moi. Alors, ce collier, je l'amène jusqu'en Guinée équatoriale. Et je ne donnais pas trop d'importance à ce collier. Alors, un jour, dans un restaurant, je rencontre un illusionniste, un monsieur, un homme bassard, qui faisait de l'illusion. C'était comme un magicien qui était venu en Guinée équatoriale pour faire une performance. Dans le restaurant, il me fait une performance directement. Il prend un bout de papier, il presse, il me dit souffle, je souffle, il ouvre la main, ça avait disparu. J'étais resté bailli. Je dis, ça, c'est pas possible. Il me dit, tu vas apprendre? J'ai dit oui. Il me dit, viens dans tel endroit cette nuit et je te montre. Alors, je vais chez lui. Et juste au salon, il prend une cuvette d'eau, il prend 2 chaises, il met face à face, il prend une cuvette d'eau, il met ses pieds à l'intérieur. Et je suis en face de lui. Il éteint la lumière. J'étais un jeune, hein, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans. Il prend mon bras, il frotte mon bras dans l'obscurité et il y a une lumière bleue qui sort, qui illumine toute la chambre. J'étais étonné. Il dit, ah, tu as beaucoup, hein. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il frotte. Ça ne fait que ça s'illuminer mon bras. À un moment donné, il se lève, il allume. On était dans l'obscurité, il allume. Il me dit, enlève ton t-shirt. J'enlève mon t-shirt. Et puis, il voit ce collier, comme avait fait cadeau dans cette cellule-là, pour me protéger contre ce gars. Il me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as ça? Je crois que c'était une croix. C'était un truc catholique, une croix. Il me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as ça? Il dit, tu ne m'as rien demandé, c'est dans mon t-shirt. Il me dit, enlève. J'ai dit, l'histoire, ce n'est pas bien. Si le vieux magicien, s'il a peur de la petite croix là, il y a quelque chose qui le gêne. J'ai dit non. Il me dit, sors de chez moi. Ah, je suis sorti et je suis parti. Lui, il allait faire ce truc de magie là. Il voulait me montrer comment on faisait la magie. Il voulait que je sois son aide magicien parce qu'il avait un truc. Je vous assure, lui, il est parti en prison en Guinée équatoriale à cause de ce truc-là parce qu'il n'avait pas de choco. Le gouvernement dont on a coupé la lumière quand il faisait ces choses. Mais j'étais sorti de chez lui, j'étais parti. Alors, c'est juste pour dire aux gens, n'ayez pas peur quand les gens vous demandent d'enlever vos colliers au cou, ou bien quand vous êtes avec des gens qui ont de l'influence sur vous et qui veulent que vous fassiez des choses qui ne vous conviennent pas. Mais il ne faut jamais faire tout ce qu'on vous demande de faire. Parce que si j'enlevais ce truc-là sur mon cou, je ne sais pas, peut-être j'allais aller en prison avec lui. Bon, c'était ma petite histoire. Hein. Et Merci beaucoup, Papa Google, pour l'histoire. Bonsoir. 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 Moi, j'ai une petite histoire à raconter. C'est en Côte d'Ivoire. C'est une histoire que moi, ma maman m'a racontée. Voilà, elle a dit qu'il y avait un chauffeur de taxi. Lui, quand les autres rentraient, lui restait là en circulation jusqu'à 1h, 2h du matin, pendant que les autres garaient. Bon, peut-être dans ce moment-là, moi, j'étais pas encore née. Maintenant, elle a dit qu'un jour, il y a un chauffeur, et ce chauffeur, c'était elle, son ami, ils étaient dans le même quartier. Donc, il allait rouler comme d'habitude, et il est arrivé à la forêt du Bonko. Il y a un coin où on appelle la forêt du Bonko et tout. Donc, il est arrivé, il avait un client, ce client-là devait descendre. Et il voit une femme qui est arrêtée là devant. Mais il n'a pas vu tout son corps. Donc, il voit que la femme arrête la voiture. Il dit, ah d'accord, qu'il va aller vers elle. En ce moment, l'autre passager venait de descendre. Et en avançant, les phares de la voiture ont flashé sur les pieds de la dame. Et il voit qu'il y a, comment on appelle ça même, que la femme, elle a les pieds de sabot. Et il a filé, il a fui. Il est arrivé à un coin où il a garé là-bas, il y avait la lumière et tout. Donc là, il voit une femme encore qui vient. Mais en ce moment, elle était déjà à la porte. Et puis, elle a demandé à monter encore dans la voiture. Et il a accepté. Cette dame-là, elle est montée, elle était derrière et tout. Donc, il lui a dit, ah, madame, je viens de voir un truc tout de suite là, comment on appelle ça même,
à la forêt du Ponko, là, si tu as vu, ce qu'il vient de voir là, vraiment, si tu as vu les pieds de cette dame, il n'a même pas encore fini de parler. Cette dame, elle lui montre les pieds comme ceci. Il voit aussi les pieds des sabots. La portière, il veut ouvrir, il ne peut pas. Donc, il est sorti par les vitres, puisque les vitres étaient baissées. Il est descendu par là. Il a commencé à courir. Il ne sait pas où il va. Il court, il ne sait pas où il va. Il allait tomber sur des gens là-bas qui passaient. Ah, donc c'était ça l'histoire. Ça veut dire que là, pour les chauffeurs de taxi, bien sûr, avant de prendre quelqu'un là, ils n'ont qu'à s'assurer que c'est vraiment un être humain qui monte dans la voiture. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux prendre... C'est ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Alors, bonjour. Je me nomme Bernard. J'appelle de... tout d'abord, je suis d'origine Afrique de l'Ouest. Je suis togolais, d'origine togolais. Donc, j'appelle des villes Alaska, entre le Canada et la Russie. Donc, c'est pour une honneur pour moi de participer à votre émission. Donc, mon histoire aujourd'hui, c'est à propos d'une fillette que j'avais vécue quand j'étais encore enfant. J'étais encore adolescent. Donc, dans notre communauté au Togo, à l'époque, il y avait... il y avait toujours une divinité qu'on appelle Hebieso. Hebieso, c'est une divinité qui est vénérée ou bien adhérée par des gens qui pensent que si tu as perdu quelque chose, donc cette divinité peut intervenir en tuant la personne ou bien après certains avertissements, si la personne ne retourne pas la chose, on peut le tuer par cette divinité. La divinité qu'on appelle Hebieso, on peut l'expliquer par un dieu de tonnerre ou bien un dieu de foudre. C'est-à-dire, il y a une quand il est activé, il y a une manifestation de l'esprit par la foudre. Donc, le cible, ou bien la personne est touchée par des effets de foudre, la personne tombe. Et que les gens qui sont aux alentours ou bien aux environs sont touchés par une fumée. Et cette fumée les rend malades. Donc, et après tout, ces gens-là sont traités d'une manière spirituelle pour en sortir de ces effets. Donc, un jour, il y a une fillette qui était adhérée ou bien qui était adepte de cette divinité, qui a perdu une de ses partenaires. C'est-à-dire, la fillette a perdu sa caleçon. Donc, le caleçon de la fille, elle n'arrive pas à retrouver. Donc, la fille a cherché envers la caleçon et il a commencé par évoquer cette divinité. Et souvent, les gens donnent des avertissements avant de l'évoquer. Donc, avec l'effet de colère, le sentiment de colère, tout ça là, la fille commence par, sans avertissement, commence par évoquer l'esprit. Et après quelques heures, ils ont eu le coup de foudre, c'est-à-dire le coup de tonnerre, les nuages ont bougé et il y a l'éclatement dans les yeux, donc la fille a reçu le coup.
Donc elle est tombée, elle est morte. Et que les gens qui sont dans la maison dans laquelle, là où les choses étaient produites, sont tombés. Certains sont paralysés, certains n'arrivent pas à marcher, certains n'arrivent pas à voir. À cause de la fumée, c'est-à-dire c'est un effet secondaire qui agit sur les gens qui sont aux alentours. Et après, comme tout le monde croit que c'est un phénomène spirituel qui se produit, ils se sont allés demander qu'est-ce qui s'est passé. Comme en Afrique, comme on fait d'habitude en Afrique. Et c'est comme ça, ils ont dit que bon, la fillette a mal placé son caleçon. Donc, le caleçon de la fillette qui était perdue a été mal placé. Elle était placée quelque part par cette fille et que la fille n'arrive pas à rappeler ou bien à se souvenir la partie là où elle a mis la caleçon. Donc, elle s'était fâchée, elle commençait pas à évoluer l'esprit. Donc, l'esprit a répondu parce qu'elle elle-même a été initiée. Donc, l'esprit a répondu à l'appel de la fille. C'est ce qui s'est passé. Donc, la fille même était responsable pour sa propre mort. Donc, quand des choses comme ça se produisent, les gens qui sont aux alentours, ils suivent leur procédure pour se guérir spirituellement d'une autre. Donc, c'est mon histoire aujourd'hui que je voulais vous partager avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, à un autre jour. Merci. Merci pour l'histoire. Allô? Allô? Voilà. Bonsoir, Témoji. J'ai une Bonsoir. histoire à raconter, j'hésitais beaucoup. C'était à Bobo, en Côte d'Ivoire. Il y avait deux copines dans une cour. L'autre avait pris le crédit avec l'autre copine aussi. Donc, elles étaient en train de se discuter. Et puis, il y avait l'autre qui était au bord d'un puits, qui a dit des paroles qu'on ne devait pas dire. Donc, il y a un vieux qui passait pour dire non que quand on est au bord d'un puits, on ne dit pas du mal de l'autre. Genre, on ne souhaite pas le mal de l'autre. Maintenant, la dame, elle a dit, bon, elle s'en fout, elle a poussé à la légère comme ça. Donc, la semaine qui a suivi, sa l'autre copine a eu une maladie. Et en même temps, elle est morte. Ils sont allés à l'hôpital, on dit non que il y avait de l'eau dans ses poumons. Pourtant, la dame n'a pas nagé, rien. On dit qu'il y avait de l'eau dans ses poumons. La dame, elle est morte. Donc, après, sa l'autre copine, maintenant qui restait, elle a commencé à tomber malade. Elle est tombée malade, elle savait pas pourquoi, tout et tout. Donc, elle a tout fait, elle est partie à l'hôpital, mais rien. Donc, ils l'ont envoyée, elle est partie maintenant voir un marabout. Le marabout lui a dit que c'est les paroles que tu as dit au bord du puits qui ont agi sur la dame. Et maintenant, elle te veut avec elle dans sa tombe. Elle veut t'emporter aussi dans sa tombe. Donc, la dame lui a demandé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir apaiser son cœur? Parce que même quand la dame était morte, quand sa copine était morte, elle a donné un pagne, elle a donné des pagnes et des cadeaux pour qu'on mette dans la tombe de sa copine. Pourtant, on dit on ne fait pas ça. Quand tu en parles avec une personne, ne donne rien le jour de ses funérailles. Laisse-la comme ça. Donc, ce jour-là, elle a donné un pagne avec des trucs pour donner à sa copine. Ils ont mis ça dans le tombeau dans le cercueil de sa copine et ils ont enterré sa copine avec. Donc après ça, elle a demandé au marabout comment faire pour pouvoir pour que sa copine ait le cœur apaisé, tout ça. Donc le marabout lui a dit, va te confesser auprès de sa famille et demande à son mari et ses enfants d'ouvrir le tombeau et d'enlever le pagne que tu as donné. Donc elle est venue voir la famille, tout ça. Elle s'est confessée, elle a dit, est-ce qu'on pourrait faire ça? La famille du monsieur a refusé. La famille de sa copine a refusé. Ils disent non, que voilà, que c'est toi qui as tué les enfants disent c'est toi qui as tué notre mère. Le mari dit c'est toi qui as tué ma femme. Donc, on n'accepte pas. Donc, elle est retenue voir le marabout pour dire les parents ne veulent pas. Le marabout lui a dit insiste. Peut-être prépare pour eux et puis va leur donner. S'ils ont mangé, au moins leur cœur sera apaisé. Ils vont accepter. Parce que c'est pas comme ça. La femme ne va pas te laisser. Pendant ce temps aussi, sa copine venait chaque soir serrer le cou de sa camarade dans la nuit. Chaque fois, elle venait serrer son cou avec le même pagne qu'elle a donné le jour de son funérail.
Donc, elle a préparé bien, et elle est pas passée dans la même cour. Elle a préparé, elle est partie donner à la famille de sa copine pour demander pardon, qu'ils enlèvent le pain qu'elle a donné là dans le tombeau de sa copine. Le mari a refusé, les enfants aussi du monsieur ont refusé. Donc, elle est allée encore au cimetière pour aller demander pardon à sa copine pour dire non, voilà, ça continuait toujours. Donc, pendant ce temps, là, sa copine continuait toujours à serrer son cou avec le pain qu'elle avait donné le jour de son funérail. Elle continuait toujours à serrer le cou de sa copine chaque soir, jusqu'à ce que aussi sa copine aussi perde la vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Il y a une qui dit qu'elle a aussi perdu son caleçon dehors comme ça. On ne sèche pas les caleçons dehors. Les sous-vêtements en général, on ne les sèche pas dehors, surtout quand on est dans une cour commune. Si tu es peut-être à l'étage au dernier niveau, où tu as ton balcon derrière, tu peux mettre ton sèche-linge là, et c'est bon. Mais généralement, quand tu es dans une cour, tu es au rez-de-chaussée, tu ne mets pas ça dehors. Et même si tu as le malade de mer, tu n'as pas dehors, quand tu prends ce à l'intérieur, tu dois repasser d'abord. On a besoin de soleil. En tout cas, cherchez dans le soleil et portez vos problèmes. Est-ce qu'on sèche les trucs comme ça dehors? C'est très sensible, les sous-vêtements là. Bonsoir. Bonsoir. Oui. J'espère que ça va. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Et toi? Très bien, merci. Ok, moi c'est Benjamin. Je suis de l'Afrique centrale. Je fais partie des pays de l'Afrique centrale. Donc je préfère garder le nom. Et je vais raconter l'histoire de mon grand frère. D'abord, je vais d'abord te dire, remercier beaucoup pour tout ce que tu fais, pour les conseils, parce que Merci. grâce à ton émission, on gagne beaucoup de choses. Et je tiens aussi à dire aux internautes que moi et le français, nous ne sommes pas des bons amis, quoi. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre ce que je vais dire. L'histoire dont je vais raconter, c'est l'histoire de mon grand frère, quand j'étais encore petit, avant de quitter le pays, parce que pour le moment, je vis dans le pays de l'oncle Sam. Donc, voilà, mon grand frère, c'est une personne qui était un peu trop turbulente. Donc, il y a un moment qu'il est allé au Marigot pour se laver. Donc, il avait une bague à la main. Donc, avant de commencer de se laver au Marigot, il a enlevé cette bague. Il l'a laissée sur une pierre. Après, donc, il s'est lavé tout dans la précipitation. Il a oublié de ramasser sa bague. Donc, il est rentré à la maison. Le lendemain, donc, il est reparti maintenant à ce même Marigot pour se laver encore. Il s'est rendu compte qu'il a oublié sa bague qui était restée là. Donc, il a repris ça. Donc, dès qu'il est rentré à la maison, maintenant le soir, voilà, il a reçu la visite d'une femme, je ne sais pas trop, femme de l'eau ou quoi. Donc, c'était ça. Donc, à ce moment-là, maintenant, nous, on ne savait pas ce qui était passé. On était là à la maison. Il commençait à dire qu'il a mal à la tête. Après, il commençait à pleurer. Et à un moment donné, il commence à faire de la force. Donc, il voulait sortir pour courir, pour aller vers ce Marigot. Donc, on a essayé de le retenir. On a appelé notre pasteur de l'église. Le pasteur était venu prier longtemps. Après, non, ça n'a pas marché. On était obligé de le ligoter pour ne pas qu'il puisse partir. À un moment donné, maintenant, donc, dans la prière, le pasteur je sais pas, il a eu la vision que le problème est lié avec sa bague, la bague qu'il avait à la main. Donc maintenant, le pasteur lui a demandé où est-ce que tu as trouvé cette bague.
Après, il a dit, c'est sa bague. Donc, voilà, c'est lui-même qui avait acheté ça. Après, il a dit, est-ce que tu n'as pas eu quelque chose, ou bien tu n'as pas donné avec quelqu'un, ou bien tu n'as pas fait un pacte avec une personne. Donc, il a dit non. C'est maintenant qu'il a rappelé de ce qui était passé. Il avait dit oui, voilà, j'étais allé, je me rappelle que j'avais oublié une fois et voilà, je suis allé récupérer ça. Donc, c'était ça. Il était habité avec cette femme de l'eau et à travers la bague qu'il avait oubliée. Donc, il avait fait une alliance dont il ignorait lui-même. Donc, c'était ça. Donc, je voulais dire que en gros, après ça, donc, il avait confessé, on a retiré la bague et puis il a été délivré. Donc, je voulais dire que faisons attention. Dans l'ignorance, on peut faire des actes dont on ignore les conséquences. Donc, voilà, c'est un peu ça, mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Benjamin. Je t'en prie. Bonsoir, Luciole. Bonsoir DMG. Bon, bien. Ça va, je vais très bien. Je suis désolée, hein, j'ai un peu mal à la tête, mais bon, je vais essayer de raconter l'histoire rapidement. En fait, c'est l'histoire de ma grande sœur. À cette époque, nous vivions dans un caserne. Et dans le caserne, en fait, à haut de l'étage, on entendait des bruits de chevaux, genre comme des chevaux qui marchent, tous les soirs. À partir de minuit, il y a des bruits comme ça. Et dans le caserne, tout le monde sait qu'il y a des choses qui se passent. Mais au fait, on se le raconte le matin, mais personne n'ose le dire tout haut. Du coup, il y avait, pendant les vacances, ma grande sœur, leur association, ils avaient organisé une soirée. Et il avait organisé de l'autre côté parce que dans la caserne, en fait, était divisée en deux. On dit, au fait, la caserne des Blancs et la caserne genre VIP. Donc, elle est divisée. Donc, de l'autre côté VIP, il y a les boîtes de nuit, il y a les grandes salles de concert, il y a tout. Donc, de l'autre côté, il y a là où les gens, ils habitent. Donc, ils sont sortis avec ses amis et sont partis en boîte de nuit. Arrivés là-bas, ils ont dansé. Ma grande sœur, c'est quelqu'un déjà, parce que nous, dans notre famille, on est très, très, très religieux. Donc, elle est partie en boîte de nuit juste pour faire plaisir à ses amis. Mais elle n'est pas trop, genre, les filles qui sortent beaucoup, genre, les trucs. Parce qu'elle était, genre, les filles, garçons comme ça, genre, elle était comme ça. Donc, arrivée là-bas, elle a passé la soirée. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Ok, super. Maintenant, arrivés là-bas, ils avaient passé une très, très, très belle soirée. À l'heure de 2h du matin, elle en avait tellement marre qu'elle ne pouvait pas rester. Elle avait aussi, elle était fatiguée, hyper fatiguée parce qu'elle était en classe d'examen. Elle devait faire, la terminale. Pardon, le ou la, je ne sais plus. Donc, du coup, quand elle est sortie là-bas, elle a prévenu ses amis. Elle était avec Amadou. Amadou, c'était son meilleur ami. Elle était avec d'autres de ses amis. Du coup, elle devait partir. Elle va les voir et leur dit, bon, moi, j'ai envie de repartir chez moi. J'ai envie d'aller dormir parce que demain, j'ai école et tout. Bah, ils ont dit, non, demain, c'est dimanche. Tu dois te reposer. Aujourd'hui, c'est samedi. Bon, elle voit que cette excuse ne marche pas. Elle a dit, d'accord, bon, moi, je vais aller me reposer parce que dimanche, je dois réviser pour préparer lundi. Et ils l'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Amadou a insisté. Il était à la soirée. Il lui a dit, je t'accompagne. Ma grande sœur, elle a dit, non, je sais m'y rendre toute seule. Et vu qu'elle a fait du karaté et qu'elle a le physique d'un homme, elle n'a pas cherché genre pour être accompagnée et tout. Elle sait se défendre parce qu'elle se bat déjà. Elle ne se bagarre pas avec les filles, elle se bat avec les garçons. Donc elle a confiance en elle. Donc elle prend le chemin, elle fait au revoir à tous ses amis. Et quand elle a quitté la caserne blanche, là où il y a les boîtes de nuit, les boîtes de réception, tout ce qui est VIP, là où c'est pour quitter, pour aller là où habitent les gens. Et en entrant là où habitent les gens, au fait, il y a des arbres. Ces arbres-là, il n'y a personne qui les a plantés. Les arbres se font face les unes et les autres.
ils se font face. Il n'y a personne qui les a plantés. C'est comme ça que les arbres là se sont, bon, ils se sont dressés dans le caserne. Donc dès qu'elle est entrée, en fait quand tu entres, c'est comme si on t'a mis une tapis rouge. Donc à cause des arbres, en fait, les arbres t'accompagnent jusqu'à ce que tu entres vers les habitats. Mais là où sont placés les arbres, c'est comme une petite forêt. Elle entre comme ça. Elle entre, elle marche toute seule. Derrière elle, elle a très bien vu qu'il n'y avait personne qui l'avait suivi pour l'accompagner. Arrivée au milieu de ces arbres, elle se retourne en face d'elle. Elle voit qui? Elle voit Amadou. Amadou qu'elle avait laissé derrière elle. Elle avait vu Amadou apparaître devant lui. Amadou le salue et lui dit « Ah, ça va, tel... genre, je vais changer le nom, je vais donner le nom de Lisa à ma grande sœur. » Elle lui dit « Ça va ?» Il lui dit « Ça va, Lisa, comment tu vas ?» et tout. Bon, tu rentres, tu veux que je t'accompagne? Des choses comme ça. Ma grande sœur, elle s'est dit « Ah, peut-être que Amadou, il a dû revenir devant moi, je ne sais pas. » En tout cas, elle était affolée, mais pour ne pas montrer, comment dire, sa peur, elle a fait comme si c'était Amadou. Elle lui a parlé, non, je vais rentrer tout seul. Le gars, il insiste pour l'accompagner. Ma grande soeur lui dit, non, je vais y aller tout seul, t'inquiète, je sais y aller, c'est pas loin en plus ma maison. Le gars lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars le devance. Quand le gars passe, ma grande sœur dit que les cheveux de son corps se dressent. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a juste eu le courage. Elle dit au nom puissant de Jésus, elle avance. Dès qu'elle est arrivée à la maison, le lendemain, ma grande sœur est tombée malade. Elle est tombée malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle avait. Maintenant, c'est quand ma maman, elle est partie se faire consulter, pas consulter mystiquement, mais bon, chez les hommes de Dieu, on lui a dit, bon, elle a rencontré un esprit. Mais cet esprit ne voulait pas lui faire de mal. Et du coup, vu que son vent l'a touchée, c'est pour cela qu'elle est tombée malade. Mais elle va s'en remettre. On lui a donné des prières à faire et des choses. Elle a fait et elle s'en est retirée. Mais le monsieur a dit, si elle avait rencontré un mauvais esprit, il pouvait lui faire du mal. Mais vu que, voilà. Donc, c'était ça mon histoire. Évitez, au fait, quand on vous... Bon, la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est une femme, au fait, une femme, quelle que soit ta corpulence, le degré de confiance en toi, s'il vous plaît, quand les hommes vous disent « on va vous accompagner », ne sortez jamais toute seule. Acceptez toujours qu'on vous raccompagne chez vous et rentrez en sécurité. Voilà mon histoire. Merci DMG et Dieu te protège, Dieu te fortifie. Prends soin de toi. On prie pour toi. Ça merci va. Beaucoup, merci beaucoup. Merci, au revoir. Coucou DMG. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une histoire à raconter, pour laquelle je suis monté. D'accord. J'ai une histoire, moi et ma tante, quand j'étais encore à Abidjan. Ça s'est passé quand je suis allé en vacances chez ma tante. Et ma tante, elle était réputée pour une femme qui n'aimait pas partager, qui était un peu méchante. Et à cause de ça, personne ne voulait aller chez elle parce que elle était un peu vraiment méchante. Et quand nous sommes allés en vacances, quand je suis allé en vacances, tout se passait bien, tout était parfait, même si elle était un peu méchante. Et un soir, nous avons reçu une visite d'un enfant. Un enfant de 5 ans, aux environs de 2h, 3h du matin. On était en train de regarder la télévision et nous avons reçu une visite. Quelqu'un tapait à la porte. La personne tapait. Elle ouvre la porte et elle voit un enfant de 5 ans par là. Ah! Elle dit, mais tu fais quoi ici? L'enfant dit, non, ma maman n'est pas là, j'ai faim, je veux manger. Et elle dit, non, faut retourner à la maison. Et moi, je suis sorti, ah, mais tata, c'est un enfant, s'il a besoin. Donc, lui a dit, mais c'est comme ça, on ne sait pas qui il est, il ne peut pas rentrer dans la maison comme ça, manger. Elle dit, non, il y a un peu de nourriture, donne-lui. Parce que Mémé nous a toujours dit que si quelqu'un demande la nourriture, quel que soit qui il est, quel que soit Alpha, il faut lui donner afin qu'il puisse manger. Elle dit, non, moi, je ne peux pas donner, je le connais où? Il est qui, celui-là? Il a dit, tata, faut lui donner. Donc, je suis rentré dans la cuisine, j'ai pris la nourriture, j'ai donné à l'enfant. L'enfant a fini de manger. Il a demandé encore. Je lui ai donné, il a fini de manger. Et quand il a fini, il a dit, ah, moi, je veux partir. Et j'ai dit, bon, on va t'accompagner. Elle dit, mais comment on peut aller accompagner? On ne le connaît même pas. Il dit, non, on va l'accompagner dehors pour voir qui il est.
Et on va aller le présenter et l'accompagner jusqu'à la maison chez sa maman, puisqu'il a dit que sa mère n'était pas là. Et tout d'un coup, on s'en va, l'enfant grandit. Le petit de 5 ans en train de grandir. Au fur et à mesure qu'on marche, il grandit. Au fur et à mesure qu'on marche, il grandit. On approchait vers la forêt du Banco. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui connaissent, vers la forêt du Banco, au quartier millionnaire, le petit grandit, il grandit, il grandit. Et il est devenu tellement grand. Là, si on me disait, hey, je mourrais en même temps sur le champ, tellement qu'on a commencé à avoir peur. Et tout d'un coup, il nous a dit, laissez-moi là, merci. Et puis il a dit à ma tante, dis merci à ton neveu parce qu'il t'a sauvé. Et puis il a pris sa route, il est parti. On est retourné à la maison, ma tante est tombée malade pendant environ 3 mois. Et après qu'elle s'est rétablie, elle a changé son comportement. Maintenant, elle partage tout et elle raconte tout ça à tout le monde. Et c'est dans mon histoire DMG. Merci. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Bref, comme ça, et poignante. Merci beaucoup. Ouais.